Hey, aujourd'hui une analyse sur une action extrêmement appréciée et recommandée par tous, que ce soit par les particuliers ou même certains économistes, car elle est notamment l'action la plus détenue par les investisseurs individuels et une des plus recommandées en général. On verra donc la réelle performance de l'entreprise, sa valeur, ses perspectives et surtout mérite-t-elle sa place dans un portefeuille? Car même si de nombreux points sont sincèrement géniaux, et je pèse ce mot, je te montrerai en fin de vidéo pourquoi une des principales raisons de sa détention est pratiquement une arnaque. Je voudrais faire un peu comme ma vidéo sur le MSCI World et je pense que tu seras sincèrement surpris. Et je t'indiquerai aussi en fin de vidéo une nouvelle position CTO qui, je le pense, te fera bondir vu mon opinion contre la tech US. Elle représentera entre 15 et 20% de mes CTO au global. Trêve d'introduction, selon leurs termes, c'est un leader mondial des gaz, des technologies et services pour l'industrie de la santé, commençant par voir la performance du titre, dividendes inclus. Pour cela, il faut regarder un indicateur très peu connu dont je t'ai parlé dans cette vidéo, qui se nomme le TSR. Il mesure la performance du cours en incluant le dividende. Évidemment, la fiscalité ne peut pas être prise en compte car cela dépend de l'enveloppe. C'est donc brut de fiscalité et brut de frais d'ordre. De 2017 à 2022, 11,54% par an. De 2012 à 2022, 10,67% par an. De 2002 à 2022, 11,69% par an. Si on inclut 2023, on atteint les 12,10% par an sur 10 ans. Et ce qui est largement plus que le MSCI World ou le S&P 500, car selon BlackRock, sur la même période, le iShares S&P 500 aurait généré 4,07% net d'inflation. Et pour égaliser avec la comparaison, environ 5,5% brut d'inflation. Néanmoins, cela est une comparaison au DCA. Hors DCA, le S&P 500 sur la même période a généré 7,9% par an. Sur 31 ans, de 1992 à 2022, le CA d'Air Liquide a augmenté de 6,4% par an, ce qui est pratiquement la performance moyenne du S&P 500 sur du long terme. Mais ce qui est déjà bien plus attrayant est le dividende qui sur 31 ans a augmenté de 8,4% par an. Concrètement, cette entreprise est une ligne droite en création de valeur, que ce soit le CA qui a pris 130% entre 2009 et 2023 ou le résultat net qui a pris 150% sur la même période. D'ailleurs, le fait qu'il ait augmenté plus vite montre que d'une manière ou d'une autre, la société a augmenté son efficience financière. Un autre détail que j'aime énormément et qui compte beaucoup pour moi, elle est extrêmement bien diversifiée. Un tiers aux USA, un quart en Europe hors France, 12% en France et 20% en Asie-Pacifique. Il faut aussi noter que niveau ESG, elle est très bien notée, même si ces critères restent, disons, discutables. D'ailleurs, récemment, j'ai plusieurs fois montré le dividende que tu aurais si tu avais investi il y a 15 ans dans certaines actions. Je te propose la même chose. Si tu avais investi en une fois il y a 5 ans, tu aurais 3,2% de dividendes par an. Après 10 ans, tu aurais 5,16% de dividendes par an. Après 15 ans, tu aurais 9,2% par an. Et après 20 ans, tu aurais un joli 14,45% par an. Et pour finir, sur 30 ans, un incroyable dividende de 29,3% par an. Sans compter le fait que tu aurais fait x 1700% ou un x 18 sur ta position. Pour revenir au présent, il faut noter toutefois qu'elle est extrêmement concentrée en segmentation du CA, 95% en gaz et services. Maintenant, voyons un peu ses finances, pour voir si elle passerait mes critères pour y investir. Sur 10 ans, croissance du CA de 6,1% et de 6,5% pour le résultat net. C'est pas bien de quoi casser des briques, mais ça reste une croissance régulière. Notons que c'est légèrement en deçà de l'augmentation de son CA sur 30 ans. Par contre, par an, et là c'est immense, il y a une augmentation de 15% de la croissance du flux de trésorerie disponible. Au final, ce sont les free cash flow. C'est un des indicateurs les plus importants qui soient en bourse, je dirais même que c'est le premier. Le cours d'une action est directement corrélé à l'évolution des free cash flow. Et cette action sera d'ailleurs parfaite pour voir les autres facteurs qui permettent de comprendre le prix. Concernant sa dette, elle en a un peu, mais depuis 2016, on peut voir 3 choses. Numéro 1, elle ne fait que baisser et pas qu'un peu. Numéro 2, l'écart entre les capitaux propres et la dette augmente énormément chaque année. Ils étaient presque identiques en 2016 et 7 ans après, la dette ne représente qu'à peine plus du quart des capitaux propres. Et enfin 3, en 2016, il fallait 8,2 années de résultats nets pour payer la dette et en 2023, il ne faut plus que 2,75 années, ce qui est carrément acceptable. Un argument à la fois en faveur et en défaveur de cette entreprise est que sa marge nette est d'un côté très fiable et régulière,
mais aussi que la croissance a été très limitée. On commence à 10,8 en 2009 pour finir à 11,15% en 2023. Autant dire que c'est globalement la même si elle fluctue de 1 ou 2%, en absolu cela reste assez limité. Quant aux dividendes, on a vu qu'ils montaient sur 31 ans de plus de 8,4% par an. Sur les 10 dernières années, ils ont augmenté de 5,9% par an, ce qui pour la seconde fois montre que l'entreprise est en perte de vitesse. Car le CA augmente moins vite que la moyenne historique, même si c'était relativement faible comme baisse de tendance. Par contre, pour le dividende, c'est plus conséquent puisque cela signifie que le dividende augmente 30% moins vite que sa moyenne. On a également une distribution en une fois et un payout ratio autour de 50%. Pour moi, 50% est déjà un peu élevé, ce n'est pas comme le secteur de l'assurance que l'on a vu dans ma précédente vidéo la semaine dernière, où il est classique d'avoir un 75% en payout ratio. Mais en général, l'industrie gazière ou pétrolière a souvent besoin de forts investissements réguliers, et si en plus on rajoute la recherche et le développement, car pas mal de personnes misent sur l'hydrogène ou dérivés pour le futur, sans parler du fait qu'étant sur le secteur de la santé, elle a un marché qui croît énormément, c'est très bien pour la future croissance de son CA. Mais afin de pouvoir répondre à l'augmentation de la demande, cela nécessite de forts investissements réguliers. On voit d'ailleurs que sa R&D représentait 2,9% du résultat brut en 2014 et maintenant on est à 4,3%. Cela représenterait déjà une augmentation de 50% si le résultat brut ne bougeait pas. Mais comme on l'a vu, ce type de métrique de l'entreprise a tendance à monter de 5-6% par an, ce qui signifie qu'en montant la R&D a beaucoup augmenté. Maintenant parlons de la valorisation PER moyen sur 5 ans 27. Et selon Google, Air Liquide a un PER le jour de cette vidéo, soit le 22 avril, juste avant l'ouverture à 31,99, disons 32. Alors, je vais peut-être en irriter plus d'un, mais tant pis, il y a 3 choses qui pour moi pourraient légitimer ce PER. Des taux de marge bien plus élevés que ses concurrents directs, ce n'est pas le cas ici. Une augmentation annuelle de ses marges bien plus élevée que ses concurrents, ou une anomalie de trésorerie vis-à-vis des concurrents type zéro dette et une énorme trésor. Et bien qu'il n'y ait rien de dramatique sur Air Liquide, ici ce n'est pas le cas. Alors oui, cette action a été linéaire ou presque sur bien plus que 30 ans et la régularité sur toutes les phases économiques peut tout à fait induire un PER un peu plus haut, mais pour moi absolument pas dans de telles proportions. Une boîte qui augmente ses free cash flow et son CA de 5% par an ne devrait jamais être négociée à ces multiples-là. Apple LVMH sont bien moins chers. Elle a presque le même PER que Visa qui est l'action quality par excellence avec des marges juste toujours incroyables. Pour moi, le prix de la régularité est largement surpayé ici. Maintenant, le dernier sujet qui fâche avant que je te dise pour qui convient Air Liquide, car oui, elle convient très bien dans certains cas. Son programme de fidélité de 10% d'actions gratuites tous les 2 ans et après 2 ans de détention pleine. Alors, je sais que je vais me faire dégommer dans les commentaires, mais ce mécanisme n'a pour moi qu'un seul avantage. Il limite fortement la volatilité en incitant la conservation long terme des portefeuilles bons pères de famille qui sont la majorité dans ce pays. Mais pour moi, il n'est en rien un enrichissement pour l'actionnaire. Pour exemple, tout d'abord parlons d'Apple. En 2022, une étude était sortie et elle démontrait que sans les rachats d'actions, le cours d'Apple serait 2 fois plus faible. Au final, oui, Air Liquide rachète bien ses actions, comme toutes les grosses sociétés bien gérées. Sauf qu'au final, les deux s'annulent presque, vu qu'en 5 ans, le nombre d'actions a augmenté de 0,75%. Au final, le fait de faire dilution ou don d'actions baisse mécaniquement le BNA au fur et à mesure que le nombre d'actions augmente. Et c'est logique. Et il en va de même pour le dividende. Si le nombre d'actions croît régulièrement, l'entreprise aura beau faire croître son dividende de 5% par an en montant global, tes revenus réels croîtront moins vite. S'il n'y avait jamais eu cette action gratuite, il est factuel que le cours serait bien plus haut. Je t'invite d'ailleurs à regarder les vidéos de Thierry, aka Top Invest, sur Air Liquide. Il s'est attardé sur ce point longuement. Au final, on peut considérer que c'est neutre et que ça a l'avantage de fidéliser les actionnaires. Mais il faut comprendre que ce n'est en rien un enrichissement. Et c'est là que pour moi on frôle l'arnaque et le mensonge, car en rien l'action supplémentaire enrichit un actionnaire. C'est comme un dividende. Et encore, à la limite l'augmentation de 10% du dividende, là je suis d'accord. Du coup, ça m'amène à me poser une question. Le payout ratio de 50% inclut-il ce bonus de 10% en dividende? Je ne sais pas trop. Pour ma part, je ne recommanderais Air Liquide que pour les personnes ayant un portefeuille très risqué et voulant justement une partie stable, ou pour les gens qui ne veulent pas de fonds euros, car pour moi, au final, c'est un fonds euro sans les prélèvements sociaux prélevés chaque année.
En effet, les probabilités d'une croissance régulière comme ce qu'elle a connu sont très élevées et le risque acceptable. Ou bien encore pour les personnes un peu folles qui ont fait un emprunt pour investir en bourse ou qui ont vendu un bien immo et qui veulent très peu de risques et une grande régularité. Dans ces cas-ci, c'est la boîte parfaite. Ou encore comme une première entreprise à conserver pour mettre le pied à l'étrier de la bourse. Voilà donc les seuls cas où je recommanderais cette boîte à des clients. Mais sur du long terme, il est peu probable qu'elle superforme le marché. C'est une bonne boîte, mais ce n'est clairement pas une boîte croissance. Et vu la faiblesse de l'augmentation de ses marges et de son CA, je ne la mettrai pas non plus en qualité. Enfin, on suivra tout de même son actualité car il en faudrait pas beaucoup en termes d'augmentation des marges du CA pour qu'elle devienne très intéressante. Et maintenant, concernant mon achat, on est au moment où j'écris le 22 avril, juste avant l'ouverture des marchés, et j'ai exécuté un ordre sur Nvidia à 769 $. Au final, c'est la seule qui mérite d'être un peu survalorisée, et justement elle correspond aux critères que je citais précédemment pour savoir dans quel cas il est acceptable ou non d'avoir un haut PER. D'ailleurs, elle a augmenté soudainement ses marges en montant et en pourcent, tout en ayant peu de dettes. Donc voilà, sur CTO, j'ouvre une position sur Nvidia. Et petit aparté, pour répondre à une question récurrente, je pense que Stellantis va un peu chuter à l'annonce du T2, du trimestre 2, avec la baisse des subventions électriques. Puis il a vendu avec 30% en 2 mois. Quand j'avais créé la version 1 du portefeuille PEA, j'attends qu'elle baisse un peu, sachant qu'en plus le secteur auto étant cyclique, je pense que ça ne va plus tarder. Aussi, en prochain thème, j'aimerais que tu me dises si ça te plairait que j'ajoute au sondage une vidéo sur BlackRock, car avec ma vidéo sur leurs ETF, pas mal de personnes ont cru que je les adorais particulièrement. Et étant gestionnaire de patrimoine et passionné depuis des années, je pense connaître pas mal de la majorité des scandales BlackRock. Alors, est-ce que ça te dirait que je le rajoute au sondage? Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire et je l'ajouterai. D'ailleurs, si vous voulez des thèmes au sondage, dites-le moi aussi et je les ajouterai. Je ne l'avais pas mentionné, mais si je vois que ça intéresse et que j'ai une vraie valeur ajoutée sur le sujet, c'est avec plaisir. Comme par exemple, ayant eu pas mal d'interrogations récentes sur les rates, n'hésitez pas aussi à demander par exemple ce sujet. Enfin, n'oublie jamais que la meilleure manière d'investir, c'est ne jamais cesser d'apprendre et je te dis à très vite.